Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour Madame Martina et moi-même que de vous accueillir à cette session si novatrice ayant pour objet les derniers développements en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites. Leurs propriétés ouvrent de nombreuses perspectives dans l'étude des pathologies humaines, notamment génétiques, mais également pour tester l'efficacité et la toxicité de molécules potentiellement thérapeutiques. Elle suscite un formidable espoir pour la médecine régénérative, certes, mais aussi pour les avancées en immunothérapie des cancers, par exemple. Par ailleurs, en recherche fondamentale, ces cellules souches pluripotentes peuvent être à l'origine de modèles embryonnaires susceptibles de permettre l'étude des phases précoces du développement embryonnaire. Ces avancées ne vont pas sans soulever des questionnements d'autres éthiques qui seront également abordés aujourd'hui. Perspective donc d'une session novatrice et que je ne doute pas très interactive. Je vous laisse présenter, Monsieur De Vos. Oui. Bonjour à tous, merci et c'est vraiment encore un plaisir d'être là, comme Hélène venait de le dire. On va commencer donc avec une présentation introductive de la part du professeur John De Vos, qui est responsable du service ingénierie cellulaire et tissulaire à l'hôpital Saint-Éloi au CHU de Montpellier et qui, depuis assez récemment, a repris la présidence de la Société française de recherche sur les cellules souches. Voilà, donc je suis vraiment heureuse de lui avoir passé ce flambeau. Et donc John va nous présenter en fait un petit peu un état des lieux de où est-ce qu'on en est en termes de développement clinique avec des dérivés de cellules souches pluripotentes, donc que ce soit d'origine embryonnaire ou induite à la pluripotence, en France et dans le monde. Merci John. Merci Cécile, merci à l'Agence de la biomédecine pour son invitation, merci à Samuel. Donc effectivement, un état des lieux, un panorama des essais cliniques dans le monde. Alors, mes conflits ou déclarations d'intérêt, en fait, ce panorama n'était pas très facile à établir parce qu'on va le voir, il y a beaucoup d'essais cliniques qui utilisent des cellules souches pluripotentes. Alors, je n'ai pas fait de diapositive spécifique sur les cellules souches pluripotentes, mais je vous rappelle, ce sont des cellules souches, soit issues de l'embryon, soit reprogrammées à partir de cellules adultes, mais qui ont une propriété embryonnaire particulière, c'est-à-dire à la fois un auto-renouvellement continu, infini, une prolifération intense et une capacité à se différencier, à se spécialiser en n'importe quel type cellulaire, c'est-à-dire que c'est une source cellulaire qui permet d'imaginer, de fabriquer à la fois du cœur, mais aussi des neurones, des cellules musculaires, etc. Et en fait, ces cellules ont pour la première fois été rapportées chez l'homme il y a déjà 25 ans. Et vous avez ici Time Magazine, la couverture de Time Magazine à l'époque, en 98, avec James Thompson en couverture. Et pourquoi est-ce qu'il avait fait la couverture à l'époque? C'est parce que d'emblée, on avait perçu le potentiel incroyable des cellules souches embryonnaires. C'est lui le découvreur des cellules souches embryonnaires humaines. Ça avait été découvert bien avant chez la souris. Mais on avait perçu déjà les potentialités cliniques. Et c'est pour ça qu'il avait fait la couverture de Time Magazine. Mais finalement, j'ai mis ce commentaire 25 ans déjà parce qu'on est un peu surpris que 25 ans après, on n'ait toujours pas d'indication établie, solide, robuste, qui justifie une AMM pour un produit cellulaire dérivé de cellules souches pluripotentes, que ce soit des cellules souches embryonnaires IPS. On est encore dans les essais cliniques à essayer de tâter le terrain, de voir qu'est-ce qui pourrait marcher et constater parfois des échecs, de choses qui ne marchent pas. Donc voilà, on va faire un peu rapidement ce parcours et on va essayer aussi à la fin d'essayer de répondre à la question mais pourquoi finalement on a mis autant de temps et pourquoi c'est encore en cours, qu'est-ce qui est difficile dans l'histoire. Alors je voulais commencer par une brève histoire des essais cliniques des cellules souches pluripotentes avec donc 98 le premier jalon avec la découverte des cellules souches embryonnaires humaines, enfin leur publication. 2007 c'est la découverte ou l'invention de la technique de la reprogrammation qui permet d'obtenir l'équivalent de cellules souches embryonnaires, mais cette fois à partir de cellules adultes humaines. C'est les IPS, découverte de Shinya Yamanaka et de son postdoc. Un autre jalon en 2009, c'est le premier essai clinique qui commence utilisant des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires. Ce sont des oligodendrocytes, donc des cellules de soutien du système nerveux, qui sont utilisées pour essayer de réparer la moelle épinière de patients paraplégiques.
C'est un essai clinique qui est piloté par Géron et qui malheureusement s'arrêtera en 2012, faute de financement. On n'a pas tous les détails, ça n'a pas été publié dans son détail, cet essai clinique, mais on pense que les résultats cliniques n'étaient pas suffisants pour justifier un nouveau round de financement de la société. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés. En 2012, cependant, Shinya Yamanaka reçoit, conjointement avec John Gurdon, le prix Nobel de médecine, ce qui souligne bien l'attente clinique aussi, parce que les IPS ont beaucoup d'applications fondamentales in vitro pour mimer les tissus normaux et pathologiques, mais aussi on attend beaucoup d'applications cliniques avec ces cellules reprogrammées. 2012, un essai clinique relativement important, même s'il est préliminaire, c'est le rapport des premiers patients qui sont injectés avec des cellules souches embryonnaires différenciées en épithélium pigmenté de la rétine dans des DMLA, dégénérescence de la macula liée à l'âge. En 2015, c'est Philippe Ménaché et Jérôme Larguero qui publient les premiers résultats, encore un peu préliminaires à l'époque, et depuis il y a eu un recul de l'utilisation de cellules myocardiques dérivées à partir de cellules souches embryonnaires pour réparer le cœur après un infarctus myocarde. Donc cet essai a montré, avec du recul, une innocuité des cellules qu'ils ont utilisées. Malheureusement, on ne peut pas évaluer l'efficacité clinique puisque ces patients, c'était une phase 1, c'était juste pour voir la toxicité, ces patients subissaient aussi un pontage coronarien après l'infarctus et donc on ne peut pas attribuer les effets bénéfiques, soit on ne peut pas savoir quels sont les effets bénéfiques liés au pontage ou ceux liés à l'intervention cellulaire. Pour continuer, 2014, c'est la première patiente, injectée avec des IPS. Alors là, c'est aussi des cellules pigmentées de la rétine dérivées à partir d'IPS. Et l'essai clinique qui a finalement inclus 2 patients est publié en 2017 dans le New England Journal of Medicine. On va le voir, il y a toute une série de papiers avec très peu de patients. En l'occurrence, là, c'est 2 patients inclus, une seule patiente injectée. Et c'était un modèle, par contre, il faut le souligner, autologue, c'est-à-dire que c'est les cellules de la patiente qui sont dérivées en IPS, différenciées en épithélium pigmenté de la rétine, qui est réimplantée dans l'œil de la patiente qui a donné ces cellules au départ. Ça s'arrête au bout de 2 patients parce que le deuxième patient, il y a des difficultés à la production de l'IPS, il y a des anomalies génétiques dans le premier round et il conclut que c'est trop onéreux, un modèle autologue, pour continuer et l'équipe japonaise switch dans un modèle allogénique, c'est-à-dire utiliser des lignées d'une banque pour traiter les patients et non plus la lignée obtenue à partir d'un patient. On comprend que le modèle allogénique, une lignée pour plusieurs patients, est moins cher que de devoir faire sur mesure pour chaque patient sa propre lignée IPS. En 2018, alors là j'ai mis quelques essais cliniques qui me semblent très importants. Un Nature Biotechnology, donc c'est une équipe anglaise, Peter Coffey, qui rapporte l'utilisation de feuillets d'épithélium pigmenté de la rétine dérivés à partir de cellules souches embryonnaires, encore une fois, toujours l'œil, pour réparer la DMLA, toujours la même pathologie, avec des effets intéressants sur le plan clinique. Alors il n'y a que 2 patients. Par contre, sur le plan clinique, il y a vraiment une amélioration mesurable avec des patients qui ne pouvaient plus lire, qui peuvent de nouveau lire, au moins dans une certaine mesure. L'essai clinique est arrêté faute de financement au bout de ces 2 patients. Et là aussi, on n'a pas tout le détail de pourquoi finalement une histoire qui semble bien commencer se termine de manière aussi abrupte. 2020, un New England Journal of Medicine, une revue prestigieuse, essai clinique avec un seul patient, qui reçoit des IPS obtenus à partir de lui-même, donc une lignée autologue, pour traiter une maladie de Parkinson, avec des résultats cliniques très intéressants. Il a vraiment une amélioration clinique significative. Pour la petite anecdote, cet essai clinique pose un problème éthique, pas majeur, mais quand même, il y a eu une discussion, puisque c'est le patient en question et le patient qui a financé pour plus d'1 million de dollars le démarrage de cette recherche. Donc, est-ce qu'il est éthique qu'un patient qui a des moyens financiers subventionne une recherche qui va lui faire bénéficier directement? On ne va pas répondre à cette question, mais c'est quand même intéressant de savoir que ce papier-là posait cette question-là.
2020, toujours, un essai clinique dans Nature Medicine qui rapporte l'utilisation de cellules mésenchymateuses, donc un type de cellule souche différenciée et qui a des propriétés immunomodulatrices pour traiter la GVH, donc pathologie après greffe de moelle osseuse, avec aussi là un certain succès par une équipe notamment australienne qui produit ces MSC dérivés d'IPS, modèle allogénique. 2021, en fait, un essai clinique qu'on attendait depuis longtemps avec un système qui est produit par ViaCyte, société américaine privée. On va en reparler tout à l'heure parce qu'elle a été rachetée depuis, où ViaCyte propose un système où ils utilisent des cellules souches embryonnaires pour produire des cellules qui fabriquent de l'insuline, qu'ils mettent dans une petite poche perméable qui va être réimplantée chirurgicalement sous la peau du patient pour traiter des diabètes de type 1 sévères. Ce papier montre une certaine efficacité, on mesure l'effet de ces cellules qui ont été réimplantées, mais ça s'avère quand même relativement décevant, il n'y a pas d'arrêt du traitement de l'insuline de manière significative chez ces patients-là, mais on reparlera quand même, il y a des conséquences de cet essai clinique. En fait, c'était très attendu parce que ViaCyte, c'était un des tout premiers à se mettre dans la course aux essais cliniques dans le domaine. Pendant ce temps-là, en parallèle de tout ça, en Chine, vous avez aussi des essais cliniques. On va le voir quand je ferai une synthèse. C'est le deuxième pays au monde où il y a le plus d'essais cliniques avec des cellules souches embryonnaires ou des IPS. Mais le problème de la Chine, c'est, et on le sait pour les essais cliniques en tout cas, une certaine opacité. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe dans le détail. Là par exemple à gauche vous avez un petit commentaire dans Nature sur le fait qu'il y a des cellules reprogrammées qui permettent de traiter, alors différenciées en cardiomyocytes, qui permettent de traiter l'infarctus du myocarde, mais on ne sait pas très bien les détails de cet essai clinique. En 2022, attention, un effet secondaire très grave qui est rapporté par une équipe chinoise. En fait, ils observent un tératome sévère avec métastase suite à une injection dans l'épaule de cellules dérivées d'IPS pour produire de l'insuline. Et donc, ce tératome est issu du produit thérapeutique dérivé d'IPS qui a été injecté chez ce patient dans une autre clinique. Donc là, le papier... C'est une clinique spécialisée dans les sarcomes qui fait ce rapport et qui détaille un effet secondaire qui vient d'une intervention réalisée dans une autre clinique. Là aussi, on n'a pas le détail de l'essai clinique diabète type 1 qui a amené à cet effet secondaire. On ne sait pas quels étaient les critères de pureté, par exemple, qui ont été utilisés et qui peut-être n'ont pas été respectés ou peut-être que les critères étaient mauvais, qui ont fait que finalement on observe ce tératome ou quels sont est-ce qu'il y a eu un check de l'intégrité génétique, on ne sait pas tout ça. Donc de nouveau, le message là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine, malheureusement une grande opacité. Attention cependant, il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a de l'opacité, j'y reviendrai. Et donc, si on fait maintenant, on prend un peu de recul et on regarde tous les essais cliniques qui ont été rapportés. Alors, ce n'est pas exhaustif, c'est tous les essais cliniques qui sont enregistrés dans une base de données dont vous avez ici l'adresse web, qui est HPSC-Reg. C'est une base de données européenne, au départ créée pour cataloguer toutes les cellules souches pluripotentes. D'abord, ça a été créé pour les cellules souches embryonnaires. Ensuite, ils ont rajouté les IPS. Et plus récemment, ils ont rajouté les essais cliniques. Donc, ce n'est que les essais cliniques qui sont dans cette base de données, donc ce n'est pas forcément exhaustif. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a 126 études cliniques qui sont rapportées dans cette base de données. Vous voyez ici sur cette carte la densité des essais cliniques par pays. On voit que le premier pays, là où il y a le plus d'essais cliniques, c'est les États-Unis. Juste derrière, vous avez la Chine. Et ensuite, vous avez quelques pays européens, le Brésil, l'Australie, Israël et l'Iran. Quel type de pathologie? Donc, Olivier Gouraud m'avait prévenu, tu verras dans le camembert, la plus grosse part, c'est les maladies de l'œil. Donc, effectivement, 31% des essais cliniques qui utilisent des cellules souches pluripotentes concernent des pathologies de l'œil. Juste après, vous avez tout ce qui est cancer. Alors là, dans ce cas-là, c'est en fait des dérivés de cellules souches pluripotentes en cellules immunitaires, soit cellules NK, soit cellules CAR-T, mais des NK ou des CAR-T dérivés d'IPS ou de cellules souches embryonnaires. En troisième position, vous avez tout ce qui est pathologie circulatoire, notamment cardiaque.
Et en 4e position, les maladies du système nerveux. Et 5e, tout ce qui est endocrinien, notamment le diabète de type 1. Et la synthèse qui a été faite notamment par Cobbold montre que, j'ai mis en jaune les 3 points saillants qu'il y a dans leur abstract. Qu'on progressivement, depuis la fin des années 2010, on va switcher de l'usage des cellules souches embryonnaires vers un usage de cellules iPS. Vous voyez que la courbe bleue, c'est les cellules souches embryonnaires, donc le nombre d'essais cliniques par année utilisant des cellules souches embryonnaires. On voit que c'est relativement stable. En fait, il n'y a pas de nouvelles lignées de grades cliniques qui sont utilisées. C'est un peu, je pense, le message. On utilise celles qui sont déjà qualifiées pour un usage clinique, GMP, mais on n'en rajoute pas de nouvelles. Alors que la ligne rouge, c'est l'usage des essais cliniques qui utilisent des IPS, et on voit que là, pour le coup, ça augmente fortement dès la fin des années 2010. Il conclut également que c'est essentiellement des modèles allogéniques qui sont dans la base de données, donc qui sont testés aujourd'hui dans le monde. Et enfin, il regrette qu'il n'y a pas de standardisation de comment on rapporte ces essais cliniques, pas de transparence. Beaucoup d'essais cliniques sont pilotés par des industriels qui ne communiquent que très peu. Souvent, même si vous allez sur leur site, vous voyez l'usage de stem cells, ce qui est même très imprécis puisqu'on n'est pas sur des cellules souches en général, on est sur des cellules souches pluripotentes. Mais donc, ils affichent rarement l'origine de leurs cellules souches. Peut-être parce que parfois, c'est les cellules souches embryonnaires, il y a les questions éthiques autour. Ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Et puis, même les modèles précliniques, etc., ne sont pas forcément détaillés et c'est regrettable. Y compris lorsqu'il y a des essais cliniques qui sont négatifs, parce qu'on apprend justement des erreurs ou quand ça ne marche pas, on apprend encore plus peut-être que quand ça marche. Et si on regarde les lignées, vous avez ici les lignées qui sont utilisées. On voit que c'est surtout les lignées qui ont été décrites, c'est des cellules souches embryonnaires, avec surtout une lignée parmi les premières qui est MA09. Et pour les IPS, très peu d'indications, la plupart des lignées ne sont pas connues. Quelques diapositives sur l'actualité des essais cliniques. Alors, on peut commencer par la France. Un essai clinique important en France, c'est l'essai STREAM. L'inclusion des patients vient de se clôturer. Alors, c'est un essai clinique de phase 1-2 qui vise à regarder l'efficacité d'un épidiome pigmentaire rétinien dérivé de cellules souches embryonnaires humaines pour des patients atteints de rétinite pigmentaire, c'est-à-dire une maladie génétique due à une mutation monogénique. 12 patients étaient prévus. Malheureusement, seulement 7 finalement seront inclus. Les inclusions se sont terminées parce qu'il y a eu un retard du fait de l'épisode Covid. C'est un essai clinique où il y a de l'immunosuppression. Et pendant le Covid, il n'était pas question d'inclure des patients et de leur administrer une immunosuppression qui était uniquement nécessaire par rapport à l'essai clinique. La fin de l'étude est prévue 2026, donc on n'a pas les résultats officiels, ce n'est pas publié aujourd'hui. De manière très officieuse, les 2 derniers patients ont une stabilité de leur maladie. Je vous rappelle, c'est des maladies génétiques avec une dégénérescence de leur rétine assez rapide et une stabilité de leur vision suggère un effet clinique. Mais ça reste à confirmer, encore une fois. C'est un essai qui est réalisé au 15-20 avec la collaboration de ISTEM et une production qui est faite à l'ABG à Nantes. Sinon, un essai clinique qui est en train de démarrer, là c'est au niveau européen, et qui est piloté par Malin Parmar et par Agnete Kikkerby. C'est pour traiter la maladie de Parkinson avec des cellules souches embryonnaires. Et là, ce qui est intéressant dans cette publication récente, c'est le détail vraiment, ils ont poussé dans le détail le rapport de tout ce qui est préclinique et système de production. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que regrettait tout à l'heure Cobbold et al. Là, ils ont détaillé exactement ce qu'ils vont faire dans leur essai clinique. Ça a été publié, donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le modèle à suivre. Donc pas de résultats, évidemment. Les premiers patients sont inclus actuellement. Un autre point très important dans l'actualité, c'est les essais de Vertex. Vertex s'intéresse au diabète de type 1 et Vertex a racheté ViaCyte pour 320 millions d'euros et notamment parce qu'ils veulent utiliser leur système d'encapsulation et ils lancent là un essai clinique avec des cellules souches embryonnaires dérivées en cellules qui font de l'insuline encapsulée.
Un autre essai clinique, toujours de Vertex, cette fois-ci sans encapsulation, avec une immunosuppression relativement importante, où ils injectent des cellules qui fabriquent de l'insuline dérivée des cellules souches embryonnaires, avec des effets vraiment très, très significatifs sur 7 patients. Beaucoup répondent, et les 2 premiers, ceux avec lesquels on a le plus de recul, ont arrêté leur traitement d'insuline. Donc vraiment des résultats très encourageants à suivre, bien entendu. C'est encore trop tôt pour conclure, mais pour la première fois, on a un effet très palpable dans cette indication-là. Enfin, pour finir l'actualité, Blue Rock Therapeutics, là encore, alors Vertex c'est États-Unis, là encore c'est États-Unis, c'est pour traiter la maladie de Parkinson, des cellules souches pluripotentes dérivées en neurones dopaminergiques. Et on a des effets très encourageants dans cette étude de phase 1, et ils vont embrayer sur une étude de phase 2. Ils sont très optimistes sur ça, bientôt. Et ça, à ma connaissance, alors peut-être qu'il me manque quelque chose, encore une fois, il y a tellement d'essais cliniques, mais à ma connaissance, c'est la première fois que dans ce domaine, on va passer d'une phase à une phase, voilà, c'est une phase 1, à une phase suivante, phase 2. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment d'indications positives dans la phase 1 pour pouvoir aller dans l'étape suivante. Donc ça, pour moi, c'est dans le domaine une très très bonne nouvelle, parce que ça suggère qu'il y a vraiment une efficacité, c'est ce qu'ils disent, mais encore une fois, là aussi, on n'a pas les données publiées officiellement. Mais aussi des déceptions, et notamment on peut penser que des résultats sont négatifs, mais de manière indirecte, parce que là aussi on ne sait pas forcément le détail de ce qui s'est passé. Mais Fate Therapeutics, qui avait mis en place une collaboration avec Johnson & Johnson, avec potentiellement plus de 3 milliards de dollars dans les milestones de cette collaboration, eh bien, est obligé de renoncer à cette collaboration et débauche une partie de ses employés. On peut penser que leur programme de production de cellules NK et de CAR-T dérivés d'IPS n'a pas suffisamment bien fonctionné en clinique pour qu'ils soient obligés de renoncer à cette collaboration et de débaucher. Et donc, juste pour conclure, 2-3 diapositives. Pour se poser la question, je vous l'avais dit en début, pourquoi 25 ans après, on n'a toujours pas encore une indication solide? En fait, les cellules souches pluripotentes ont permis de résoudre le problème de la source cellulaire. Dorénavant, pour toutes ces indications de médecine régénératrice et pourquoi pas même d'immunothérapie, on a une source cellulaire solide. Alors la source cellulaire n'est pas encore complètement résolue parce qu'il reste à savoir quelle est exactement la cellule médicament qu'il faut. Grâce aux IPS ou cellules souches embryonnaires, on peut choisir exactement ce qu'on veut comme niveau de maturité, très immature, moyennement mature, très mature, on peut choisir. Et il reste à fixer organe par organe quelle est la bonne maturité de la cellule médicament. La sécurité, globalement, c'est très rassurant. À part, je vous ai mis un effet secondaire très grave, mais on ne sait pas exactement comment ils avaient fait pour éviter qu'il y ait des cellules contaminantes, pour éviter qu'il y ait des anomalies génétiques graves dans le produit qu'ils injectent. Mais pour moi, la difficulté sur laquelle bute le domaine, et il nous reste encore beaucoup de choses à résoudre, c'est la voie d'injection et le conditionnement. C'est comment on injecte ces cellules pour que ce soit efficace. Et après, il y a des questions secondaires, enfin pas si secondaires. Quel modèle? Un modèle autologue, très onéreux, ou un modèle allogénique, moins cher, mais qui pose des problèmes d'immunosuppression. Et le modèle économique, mais qui est très lié à la ligne précédente, c'est pour ça que je les ai mis de la même couleur. Et juste pour finir, j'espère que j'ai 30 secondes, pour répondre à la question de quelle voie d'injection et quel conditionnement, je voulais partager avec vous, mais c'est vraiment 3 diapositives, je n'irai pas dans le détail, notre projet de recherche en cours, qui est pour le moment uniquement in vitro, mais pour lequel on espère vraiment aller vers la clinique assez rapidement. C'est un programme que nous avons à Montpellier de traitement des dyskinésisies ciliaires primitives par thérapie cellulaire et génique. Donc c'est une maladie génétique rare, mais très grave du poumon, où les cellules multiciliées ont des cils qui ne bougent plus. Ce qui veut dire que le mucus que sécrètent ces patients reste dans le poumon, et ces patients finissent par faire des infections sur infections, détruisent progressivement leurs poumons et finissent à la greffe de poumons, ce qui est voilà, très très lourd et pas satisfaisant. Et donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces patients? Et donc, notre projet est le projet suivant. On part d'une prise de sang. On reprogramme les cellules, en fait, c'est les progéniteurs érythroïdes de la prise de sang. 5 ml de sang suffisent en IPS. On les modifie génétiquement, on répare ces cellules IPS par CRISPR-Cas9. On fait différencier ces IPS en épithélium bronchique.
et on réinjecte cet épithélium bronchique réparé à ces patients. Eh bien, tout ce cercle, nous l'avons déjà fait in vitro dans le laboratoire. Toutes ces étapes sont réalisées. Et en fait, ce qu'on a sous-estimé, c'est, pas nous, je dirais le domaine en général. C'est ça, là où on a pêché. C'est comment administrer ces cellules, comment conditionner. Et aussi la question de la cellule médicament, mais ça, je ne vais pas l'aborder. Et en fait, juste pour vous donner un exemple, comment nous, on envisage avec Arnaud Bourdin, qui est le pneumologue avec qui je travaille sur le CHU de Montpellier, comment on envisage de le faire pour la bronche. Eh bien, on envisage de travailler bronche par bronche, donc une bronche à la fois, pour ne pas noyer le patient. On pense qu'il faudra conditionner la bronche, c'est-à-dire éroder l'épithélium bronchique, c'est-à-dire finalement par méthode sans doute de détergent, voire enzymatique, éroder, gratter la bronche pour enlever les cellules malades. C'est ce que vous avez représenté sur la droite. Et venir administrer les cellules candidates, on pense que c'est les progéniteurs bronchiques qu'on va utiliser, dans une suspension liquide, un milieu de culture qui les contienne, en inondant la bronche, de façon à ce qu'ils viennent se coller sur la bronche qui a été érodée et qu'ils puissent réparer la bronche et cette fois-ci générer une bronche complètement réparée. Donc vous voyez par cet exemple que voilà, pour le poumon, voilà, on pense la bonne stratégie. Reste à démontrer que c'est faisable. On va aller chez le cochon, on espère, en 2024. Mais il faudra réfléchir de cette façon-là, organe par organe. Évidemment, ce qu'on a proposé là pour la bronche ne s'adresse absolument pas au foie. Et donc, pour le foie, il faudra trouver une autre solution. Pour le pancréas, il faudra trouver une autre solution, etc. Donc, juste avant de terminer, pour faire un save the date, en tant que président de la FSSCR, j'attire votre attention sur le fait que nous organisons notre prochain congrès de la Société française de recherche sur les cellules souches à Paris. Ce sera du 22 au 24 janvier, au pied de la Tour Eiffel. Et donc, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes, à déposer un abstract et à venir partager ces 3 jours avec nous autour de tout ce qui est recherche sur les cellules souches, tous les types de cellules souches et de la recherche fondamentale aux applications cliniques. Je vous remercie. Merci John. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je voulais vous poser, merci beaucoup pour ce topo. Je voulais vous poser une question sur le problème de la stabilité génétique des IPS lors de la phase de différenciation. Est-ce que ce n'est pas ceci qui limite, enfin pour part, l'application thérapeutique ? Non, si la question c'est l'instabilité ou l'intégrité génétique des cellules de départ, les cellules souches pluripotentes, non. Ce qu'il faut juste, c'est s'assurer de l'intégrité génétique de ces cellules. Et notamment s'assurer qu'il n'y a pas d'aneuploïdie, par exemple, ou des gains dans, par exemple, le chromosome 20, où il y a fréquemment des anomalies. Et ça a été rapporté plus récemment de mutations P53, par exemple. Donc il faudra absolument s'assurer de ça. Et c'est déjà le cas. Tous ces essais cliniques regardent d'une certaine manière, en tout cas pour les essais cliniques occidentaux, regardent l'intégrité génétique. La question, c'est avec quelle précision on va regarder ça. Est-ce qu'on se contente d'un karyotype? Est-ce qu'on fait du FISH? Est-ce qu'on va en ddPCR? Est-ce qu'on fait du séquençage? La tendance maintenant, surtout pour les essais cliniques, c'est plutôt d'aller vers le séquençage, mais je suis sûr que ce n'est pas encore généralisé. Et après, il y avait une deuxième partie peut-être dans votre question qui était au cours de la différenciation. Là, je pense que ça dépend vraiment de la durée de la différenciation. Les anomalies génétiques n'apparaissent que si les cellules prolifèrent beaucoup, ce qui est le cas, par exemple, au cours de la différenciation en progéniteurs neuronaux, et longtemps. C'est-à-dire que l'anomalie génétique n'apparaît pas brutalement dans plein de cellules, c'est dans une cellule, et il faut le temps que cette cellule, si ça donne un avantage à la cellule, prenne le dessus sur la culture. Donc cette question de la différenciation ne s'appliquera qu'à des protocoles qui sont longs, avec une forte prolifération. Mais dans ces cas-là, il faudra peut-être se poser la question aussi de regarder l'intégrité génétique, spécifiquement pour cette phase-là de la culture. Merci. Alors, moi, j'en profite. Merci, John, pour cette présentation. Alors, juste une petite correction. Dans les 16 streams, c'est 9 patients. Je suis bien placée pour pouvoir te dire que voilà, on a réussi à monter jusqu'à 9. Moi, j'avais 2 questions. Tu parles du modèle économique, mais sans forcément rentrer dans le détail. Et je voulais avoir un petit peu ton avis sur ce que tu pensais du modèle de production. Parce qu'au final, le modèle économique dépend de la production. Et en France, on peut quand même se faire la remarque de se dire, mais il n'y a pas forcément un bon centre de production qui nous permet de produire à façon tous nos modèles. Donc ça, c'était ma première question, c'est quel est ton point de vue en fait sur ce manque de centre de production. Et ma deuxième question, c'est plus sur, tu l'as précisé, hein, nos essais, on est obligé de placer les patients sous immunosuppression.
Donc, quid on a entendu parler de lignée invisible au système immunitaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est pour un avenir prochain ou voilà? Pour la deuxième question, parce qu'on n'entend pas très bien ici, les lignées disons, allogéniques qui sont modifiées d'un point de vue immunitaire, c'est ça hein? Oui, la lignée universelle. Alors, nous, ce qu'on développe à Montpellier, mais pour le moment, on n'a pas le modèle économique de ça, c'est un modèle autologue, parce que c'est un peu, pour nous, le modèle idéal. Justement, ça évite l'immunosuppression. Le modèle allogénique pur, ça pose le problème de l'immunosuppression. Le modèle de la lignée universelle, l'idée, c'est de la modifier génétiquement pour qu'elle ne soit pas reconnue par le système immunitaire. Il y a des essais qui sont plutôt encourageants, au moins dans l'animal, mais ce qui me fait peur, c'est que si on va trop loin dans l'acceptabilité de la lignée par le système immunitaire, c'est qu'on n'aura plus de checkpoint pour une éventuelle dérive tumorale. Oui, mais alors dans ces cas-là, quand tu parles d'application autologue, comme tu parles d'une maladie génétique, ça sous-entend que tu corriges les cellules? Oui, enfin oui. Oui. D'accord, donc tu as corrigé en fait les cellules. Oui, oui, mais elles seront sauvages encore. Donc on leur a corrigé, oui, tout à fait, on corrige par CRISPR-Cas9. Ouais. Okay. Mais tu as raison, hein, c'est très ambitieux. Hein, mais on est capable de le faire in vitro. C'est très ambitieux de le transposer. Et pour ta première question, j'ose espérer que le gouvernement a compris, je pense, le message global qu'on est en France très en retard, que ce soit pour les CAR-T, que ce soit pour le vaccin ARN, et que ce soit pour la production. Vous avez vu hein, les essais cliniques aux États-Unis, le nombre d'essais cliniques avec des cellules souches pluripotentes, si vous comparez à la France, par exemple, ou même l'Europe dans son ensemble, il y a un décalage qui fait très peur parce qu'après, si le jour où Vertex, ça fonctionne, on va payer ces nouveaux traitements 500 000 €, voire 1 million de pièces. Et donc actuellement pour les CAR-T, c'est exactement ce qui se passe. Hein, c'est des traitements à 300 000, voire 500 000 € pièces. Et on paye, la sécurité paye rubis sur l'ongle. Mais voilà, ça pose un problème que ça se développe aux États-Unis et pas en France. Et donc il faut investir en amont. Le programme France 2030 va dans ce sens-là. J'espère que ça pourra aller jusqu'à stimuler l'émergence de centres de production un peu partout en France. C'est le cas actuellement, enfin, on se met en état de marche pour les CAR-T. Et moi, mon espoir à Montpellier, c'est qu'en mettant en place la production de CAR-T de MTI, ça ouvre la porte à la production après de ces produits non MTI à dériver des cellules souches pluripotentes. Merci. Pas d'autres questions? Donc, je vais accueillir l'orateur suivant en visioconférence, je pense. Il s'agit de monsieur Nicolas Rivron, le docteur Nicolas Rivron, qui est titulaire du doctorat en biologie vasculaire et ingénierie tissulaire, chef de groupe du laboratoire de développement des blastoïdes à l'Institut de bioclinique moléculaire à l'Académie des sciences à Vienne, en Autriche. Donc, Nicolas Rivron va nous parler de l'auto-organisation des cellules souches en modèle embryonnaire humain. Oui, bonjour à tous et merci Bonjour, beaucoup Nicolas. d'organiser cette session et merci de m'inviter. Je tiens à préciser un conflit d'intérêt avant de commencer, puisque je suis inventeur sur 2 brevets et cofondateur d'une biotech exploitant ces brevets relatifs à des modèles d'embryons. Donc, John a très bien introduit le fait que les cellules pluripotentes permettent des avancées scientifiques et cliniques. Et je voudrais focaliser sur un autre type d'application de ces cellules pluripotentes qui consiste à promouvoir leur auto-organisation en des modèles d'embryons qui sont des alternatives éthiques et scientifiques à l'utilisation d'embryons dans le domaine de la recherche. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler que au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs voies qui permettent de former des embryons. La voie classique, bien sûr, qui consiste
la fertilisation de l'œuf et du sperme, ce qui est fait en fertilisation in vitro dans les cliniques, mais aussi des méthodes de biotechnologie qui permettent de former des embryons en insérant des noyaux de cellules différenciées à l'intérieur d'œufs humains. Et on sait que on est capable aussi de former des embryons de cette manière. Bien sûr, ces embryons ne peuvent pas être utilisés pour faire de la reproduction, mais ils peuvent être utilisés pour faire de la recherche et notamment obtenir des lignées cellulaires à partir de cela. Et une troisième voie s'est ouverte dans les 10 dernières années, qui consiste à promouvoir l'auto-organisation de cellules souches et à former des structures qui, dans une certaine mesure, modélisent certains aspects de l'embryogénèse, notamment au tout début, dans les premières semaines de l'embryogénèse animale et humaine. Voilà 3 exemples de modèles d'embryons humains. Un exemple qui reflète l'embryon autour du jour 7. À ce moment-là, la structure s'appelle un blastocyste et le modèle s'appelle le blastoïde. Un modèle qui reflète l'embryon humain autour du jour 14. Et un modèle qui reflète une partie de l'embryon humain un peu plus tard, au jour de la 3e semaine, et qui s'appelle le gastruloïde. Et donc, la question est de pourquoi est-ce qu'on forme ces modèles d'embryons en laboratoire depuis une dizaine d'années. Et la réponse est assez simple. Ces modèles d'embryons humains étant formés à partir de cellules souches, ils peuvent être générés en très grand nombre afin de comprendre l'embryogénèse en laboratoire, mais sans avoir à détruire un embryon. Et donc, ces modèles, ils ne sont pas considérés scientifiquement et légalement comme des embryons, et nous allons expliquer pourquoi dans les prochaines minutes, mais ils constituent une alternative éthique à l'utilisation d'embryons pour la recherche. Pourquoi est-ce qu'on fait ces recherches? L'attrait principal, c'est la recherche fondamentale, afin de comprendre les mécanismes fondamentaux de l'embryogénèse animale et humaine, puisque, comme vous le savez, pour les mammifères, le début de l'embryogénèse se fait dans l'utérus et donc tout à fait inaccessible à l'expérimentation. Et donc, on a besoin de développer des modèles qui sont accessibles et qui permettent de comprendre ce qui se passe normalement dans l'utérus. Et toute cette recherche fondamentale a bien sûr des applications cliniques tout à fait identifiées et qui peuvent à court terme bénéficier à la société, notamment dans le traitement de l'infertilité, l'amélioration de la FIV, qui est actuellement autour de 20%, ce qui est relativement faible. Améliorer la planification familiale, mais aussi dans le domaine des maladies génétiques pour comprendre comment est-ce que des mutations génétiques entraînent des développements de structures anormales dans les embryons en début d'embryogénèse. Et finalement, sur l'origine de la santé et des maladies chroniques, puisqu'il s'avère qu'on a découvert depuis une dizaine d'années que la santé adulte est très impactée par la santé prénatale et que la façon dont l'embryon se développe à l'intérieur de l'utérus a un impact des dizaines d'années plus tard sur notamment les maladies chroniques cardiovasculaires. Donc, comprendre la santé prénatale permet de faire de la médecine préventive pour la santé adulte. Alors, je voulais juste expliquer brièvement comment est-ce que on en est arrivé à développer ces modèles et quels sont les avantages de ces modèles par rapport à des embryons.
Ici, vous voyez ce modèle de blastocyste qui s'appelle le blastoïde et qu'on a d'abord formé avec des cellules souches de souris. Et vous voyez que c'était intéressant pour nous puisque pour la première fois, on avait un modèle complet de l'embryon et qui comprenait les trois types cellulaires qui vont former tout l'organisme. C'est-à-dire ces cellules rouges qui s'appellent des trophoblastes qui vont normalement former le placenta, les cellules blanches qui s'appellent l'épiblaste et qui vont normalement former tout le fœtus, et les cellules vertes qui s'appellent l'endoderme primitif qui vont former le sac vitellin qui est une membrane qui entoure l'embryon et supporte le développement. Et puisque ces blastoïdes sont complets et on peut récupérer dans les boîtes de pétri dans lesquelles on les fait pousser et ensuite les transférer dans des utérus de souris. Et on voit ici qu'ils sont tout à fait capables de s'implanter à l'intérieur de ces utérus et l'utérus réagit en formant un cocon autour de cela. Cependant, clairement, ces blastoïdes ont été incapables de se développer pour plus que quelques jours dans les utérus. Les expériences ont été répétées par une dizaine de laboratoires à travers le monde maintenant, mais personne n'a été capable de former des fœtus ou bien des souris vivantes à partir de ces blastoïdes. Donc on voit très bien que ce sont des modèles qui ont des grosses limitations puisqu'ils sont incapables de se développer, mais qui peuvent être intéressants, notamment pour comprendre les stades précoces de l'embryogenèse. Euh, alors, ah, bon, donc après avoir après avoir fait ces expériences chez la souris, on a répété les expériences chez l'humain et on voit très bien que on peut former de façon tout à fait efficace des structures qui sont relativement ressemblantes à des embryons humains autour du jour 7. Et bien sûr, puisque ce sont des cellules souches, on peut former ces structures en très grand nombre. Et cela permet de travailler de façon beaucoup plus efficace pour comprendre quels sont les gènes, les molécules et les cellules qui agissent à ce moment précoce. On peut faire des criblages de molécules, on peut faire des criblages génétiques. Et donc, commencer à comprendre de façon très prononcée tous les phénomènes qui se mettent en place dans cette période très précoce. Donc, quelles sont les possibilités au niveau clinique? La première, c'est d'optimiser, par exemple, les milieux de culture d'embryons dans les cliniques de fertilisation in vitro. Ces milieux de culture sont tout à fait basiques jusqu'à présent et la fertilisation in vitro reste tout à fait inefficace. Et donc, en comprenant les gènes, les molécules qui ont un rôle, on peut commencer à optimiser de façon beaucoup plus systématique ces milieux de culture. On peut aussi faire des tests de toxicité pour tout ce qui a trait à la fertilisation in vitro, mais aussi à tout ce qui a trait aux médicaments qui sont mis sur le marché et qui permettraient éventuellement de comprendre, de tester très en amont quel pourrait être l'impact de ces molécules sur l'embryogenèse précoce. On peut penser aussi à l'optimisation de la vitrification, de la congélation des blastocystes en FIV, etc. Donc, il y a un très grand nombre de possibilités assez rapides dans les 5-10 prochaines années, on espère, pour comprendre ces moments précoces, quoi. Euh, une chose qui est importante pour nous aussi, c'est de comprendre si on peut vraiment modéliser en laboratoire des moments tout à fait clés dans l'embryogenèse, notamment humaine. Et pour cela, il y a eu des expériences assez intéressantes qui permettent de modéliser le moment où l'embryon s'implante dans l'utérus, qui est bien sûr quelque chose qui est très compliqué à, à voir, tout à fait impossible à voir. Et donc, pour faire cela, dans mon laboratoire, on a combiné des blastoïdes humains avec des cellules endométriales, qui sont des cellules qui sont à la surface de l'utérus
Et de façon assez surprenante, on s'aperçoit que on peut très bien modéliser ce moment, notamment ici avec un contrôle dans lequel on a déposé des blastoïdes sur des cellules d'endomètre non stimulées. Et les blastoïdes sont incapables de s'attacher. Mais par contre, quand on a stimulé ces cellules d'endomètre avec de l'oestrogène, de la progestérone, qui sont les molécules qui agissent à ce moment-là de l'implantation, on voit que ces cellules d'endomètre changent et deviennent capables d'attacher ces blastoïdes de façon tout à fait efficace. Et ces blastoïdes ne s'attachent pas de façon aléatoire, mais ça s'attachent toujours du côté que l'on connaît, du côté polaire, qui est le côté par lesquels les blastocystes s'attachent normalement. Donc on voit on est tout à fait capable maintenant de modéliser ces moments tout à fait critiques et d'extraire de façon tout à fait systématique les molécules et les gènes qui sont dans cette zone-là, qui est la zone d'implantation du blastocyste humain, et les gènes et les molécules qui sont exprimées sur l'endomètre afin de commencer à comprendre ces phénomènes qui sont tout à fait cachés, quoi. Donc, je donne cet exemple pour montrer que bon, il y a quand même des avancées assez intéressantes qui permettent maintenant d'avoir une compréhension de ces phénomènes d'embryogénèse tout à fait tôt et d'être beaucoup plus systématique et de pouvoir extraire toutes ces informations sur des phénomènes qui ont un impact tout à fait intéressant dans beaucoup de domaines de la reproduction notamment. Mais bien sûr, dès qu'on a commencé ces travaux, il a fallu mettre en place un cadre éthique pour ces recherches. Et ça s'est fait tout d'abord grâce à l'intervention de scientifiques tout à fait renommés et plus avancés dans leur carrière qui nous ont contactés dès 2018 en disant ces expériences sont intéressantes, mais il faut mettre en place un cadre éthique. Et vous voyez là Janet Ronsan, qui est une figure tout à fait prominente dans le domaine des cellules souches, Martine Perra et Amanda Clark, qui est actuellement la présidente de la Société internationale des cellules souches, et qui nous ont demandé de venir au sein de cette société et de commencer à discuter sur comment mettre en place un programme, un cadre éthique. Et nous avons discuté pendant environ 2 ans. Et nous sommes arrivés à quelques conclusions tout à fait précoces qui permettent de mettre en place ce cadre éthique. La première conclusion, c'est que les modèles d'embryons ne sont pas des embryons. Il faut être clair là-dessus. Ils sont actuellement tout à fait rudimentaires. Ils ne sont pas capables de former des organismes et ils sont donc pas l'équivalent d'un embryon d'un point de vue biologique et juridique. C'est un peu comme une peinture de Picasso. On voit très bien ce qui se passe, ou ce que le peintre a voulu peindre, mais il faut être honnête et dire qu'effectivement, ce n'est pas exactement la même chose, tout au moins pour l'instant. Donc c'est une première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est que même si ce ne sont pas des embryons d'un point de vue scientifique et légal, il faut quand même mettre en place un contrôle éthique pour ces types de recherches. Et que le niveau de complétude du modèle doit probablement dicter le niveau de surveillance éthique. Donc il y a des modèles qui sont plus complets et qui pourraient éventuellement former un fœtus d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas, quoi. Et ces modèles, puisqu'ils sont intégrés, puisqu'ils sont relativement complets, il faut qu'il y ait un niveau de contrôle éthique qui est plus important par rapport à des modèles qui sont non intégrés et qui peuvent former des structures anatomiques intéressantes, comme des combinaisons d'organes, mais qui ne sont clairement pas capables de former un fœtus. Et ce type de recherche doit aussi avoir un contrôle éthique, mais un contrôle éthique plus souple par rapport à des modèles plus intégrés, quoi. Donc voilà, des modèles intégrés comme le blastoïde ou le modèle de jour 14, ceux-là clairement doivent passer par un contrôle qui est équivalent, qui est le même type de contrôle, qui est le même type de comité éthique qui normalement contrôle les recherches avec des embryons humains. Donc un niveau assez élevé par rapport à des modèles non intégrés qui sont un peu plus souples.
Et la troisième conclusion auquel on est arrivé suite à cette discussion, c'est que il y a certaines pratiques qui doivent être interdites de facto. Et la première, c'est que c'est le transfert de modèles d'embryons humains dans tout utérus, qu'il soit animal ou humain. Bon, il y a absolument un consensus absolument indéniable sur cette question, mais c'est bien de dire les choses très en amont. Donc, toutes ces trois conclusions ont été faites au cours de ces discussions avec la Société internationale des cellules souches, et elles nous ont permis de mettre à jour des lignes directrices en matière d'éthique en 2021. Il y a eu une mise à jour ce qu'on appelle les guidelines, et il y a plus de 50 scientifiques et chercheurs sur différents domaines qui ont mis à jour ces guidelines, quoi. Donc c'était en 2021 et puis suite à ça, il y a une équipe réduite de scientifiques au niveau académique en dehors des sociétés scientifiques qui ont continué à discuter de ces questions afin de s'assurer que le cadre éthique évolue et en même temps que les recherches. Et donc Naomi Morris en Angleterre, Hafez qui est aux Pays-Bas, Alfonso qui est en Espagne et Martine qui est aux États-Unis avec moi ont continué pendant 2 ans supplémentaires à réfléchir au cadre réglementaire supplémentaire que l'on pourrait mettre en place. Et la première chose auquel on a pensé et on a publié le mois dernier, c'est que il faut commencer. Ces modèles d'embryons ne sont clairement pas des embryons, mais il est possible que dans un futur plus ou moins lointain, ces modèles passent un point de bascule à partir desquels il n'y aurait pas forcément de raison ils deviendraient tellement similaires à des embryons qu'il n'y aura plus de raison de les dissocier d'un point de vue scientifique et légal. Donc à un certain stade de raffinement, ces modèles pourraient basculer et devenir tellement similaires à des embryons qu'ils pourraient acquérir le même statut. Et donc, on est peut-être très loin de ça, peut-être des dizaines et des dizaines d'années, mais il faut commencer à penser comment est-ce qu'on peut évaluer la distance actuelle et future par rapport à ce point de bascule éventuel. Et donc, pour penser à ça, on propose ce qu'on appelle des tests de Turing qui permettent de tester qu'un évaluateur qui ne connaisse pas l'origine de ces structures puisse les tester de façon aveugle et savoir évaluer la distance par rapport à un embryon. Et bien sûr, le test ultime, le test de Turing ultime serait de transférer ces modèles à l'intérieur du utérus, mais cela a été interdit pour des bonnes raisons. Donc, ce test ultime ne peut pas être réalisé, et donc il a fallu trouver des tests alternatifs. Et nous avons proposé 2 tests de Turing. Le premier, c'est un test de croissance en laboratoire pour un certain nombre de jours qui reste à définir. Et ce sera probablement différent selon les différentes nations. Mais clairement, plus on permet le développement en laboratoire, plus on acquiert un certain niveau, un haut niveau de certitude sur le potentiel de ces modèles d'embryons. Mais bien sûr, plus on les cultive en laboratoire, plus la charge éthique devient lourde. Et donc, il faut ajuster cela pays par pays en fonction des valeurs culturelles, philosophiques, etc. Donc ça, c'est un premier test, mais on pense que ce n'est pas suffisant, puisque bien sûr, il y a un consensus international qui fait il y aura probablement un arrêt on ne va pas cultiver ces modèles pendant une durée très très longue. Donc, on propose de compléter ce premier test avec un deuxième test qui consisterait à former les mêmes types de modèles d'embryons dans des modèles animaux et de montrer que ces modèles sont capables d'aller très loin, c'est-à-dire de former des organismes vivants. On propose que là, il faut penser nation par nation au type d'animaux qu'il faudrait former pour ce deuxième test. Les souris sont importantes, mais les souris sont très différentes de l'homme. Et donc, il y a peut-être un choix à faire sur le type et le nombre d'espèces qui se rapprocheraient plus de l'humain en fonction des valeurs locales et des valeurs des cultures locales.
Voilà, donc c'est l'une des questions l'une des choses que l'on propose et que lorsque ces deux tests sont réunis et sont passés, nous pensons il serait approprié de supposer qu'un modèle a un potentiel similaire à celui de l'embryon humain et qu'il devrait relever de sa définition et être soumis à des normes similaires, quelle que soit son origine. Et on est peut-être très loin de ça, mais c'est important qu'en tant que scientifique, on commence à penser à ce type de questions afin de mesurer ces distances de façon assez précise. La deuxième question que l'on pense est importante de discuter dans les prochaines années et d'évaluer la durée de culture nécessaire et suffisante pour ces modèles d'embryons. On parle du test de Turing numéro 1 ici, de la culture de ces embryons pour un certain nombre de jours. Et chaque nation doit décider, mais il y a quand même il y a des cadres très très forts au niveau international qui te permettent de penser à ce type de questions, notamment ces cadres dans le domaine de la science et la médecine, le code de Nuremberg, des déclarations d'Helsinki, etc., des déclarations universelles de l'UNESCO sur la bioéthique, etc. Et dans ces codes, il y a des principes qui permettent de guider les choix qui sont faits, et notamment des principes qui s'appellent le principe de proportionnalité, de subsidiarité ou le principe de précaution, qui permettent, en les appliquant au cas spécifique des modèles d'embryons, de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir réguler ou penser à ces problèmes. Et on ne propose pas on n'a pas proposé, nous, en tant que scientifiques, un jour précis, mais on pense que l'autorisation accordée par un comité éthique de cultiver des modèles d'embryons humains à des stades de développement de plus en plus avancés euh, devrait être assortie d'une augmentation proportionnelle des avantages potentiels. C'est-à-dire que si on veut les cultiver plus longtemps, il faut aussi démontrer qu'on apporte des avantages potentiels au niveau sociétal, c'est-à-dire scientifique, découvertes scientifiques ou découvertes médicales qui sont de plus en plus élevées. Ça, c'est une première façon de penser. Et la deuxième façon, ce serait de penser que l'autorisation accordée par un comité éthique de cultiver des modèles d'embryons humains pendant une période déterminée doit tenir en compte de la qualité du modèle, puisque plus la qualité est importante, plus la possibilité de faire des découvertes scientifiques et médicales est importante. Il faut avoir clairement aussi une justification de la faisabilité des objectifs. Il faut que ces objectifs soient faisables, soient réalisables et non pas à 10 ans, mais à 2, 3 ans, et qu'il y ait une cohérence de la pratique avec les valeurs locales et internationales. Et la troisième façon de penser à ces temps de culture, c'est que pour un objectif spécifique, la formation d'un modèle d'embryon plus complet que nécessaire peut éventuellement apporter des avantages équivalents en matière de découverte scientifique et médicale, mais plus les modèles sont complets, plus ils suscitent des préoccupations éthiques. Et donc, par conséquent, on pense qu'il convient de préférer des modèles qui sont moins complets si les questions peuvent être résolues avec des modèles moins complets. Et donc, par conséquent, si l'utilisation de modèles d'embryons humains intégrés et plus complets est justifiée pour les premiers stades de développement, d'autres solutions alternatives peuvent rendre leur utilisation moins justifiée à des stades ultérieurs. Donc, il y a une balance à trouver entre des modèles plus complets vers des stades plus précoces et des modèles moins complets vers des stades moins précoces, avec des alternatives, notamment des organoïdes, par exemple. Donc, je voulais juste résumer comment est-ce que la façon dont les scientifiques, philosophes, éthiciens et policy makers au niveau international ont, au cours des 5 dernières années, pensé à ces questions, mis en place un cadre réglementaire, notamment avec les sociétés scientifiques, notamment la Société internationale de recherche sur les cellules souches, mais aussi la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie, qui font des recommandations
en parallèle du travail académique avec des chercheurs en biologie, philosophie, éthique, de façon indépendante, qui font qui réfléchissent aux questions et publient des possibilités, avec des consultations publiques, comme aujourd'hui d'ailleurs, quoi, et qui permettent ensuite de guider, de faire des propositions qui vont ensuite être pensées au niveau national, à travers les comités d'éthique, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, où ces discussions ont actuellement lieu, mais aussi avec des comités d'éthique de l'Union européenne et aussi des agences de financement qui se doivent d'avoir des réflexions là-dessus. Et je peux vous dire qu'il y a eu énormément de discussions sur ce modèle, des discussions calmes et raisonnées, mais qui permettent de s'assurer que ces recherches soient faites dans un cadre éthique tout à fait déterminé, quoi. Et pour finir, je voudrais dire que ces discussions au niveau national français ont donné lieu il y a quelques jours à des recommandations de l'Agence de la biomédecine a pris en compte toutes ces recommandations, ces publications et ces consultations publiques et qui a donné un avis que vous pouvez aller voir sur Internet. Et cet avis euh, a un certain nombre de recommandations qui, à mon avis, sont tout à fait valides et très importantes. J'en ai souligné juste deux. La première, c'est que, afin de permettre des avancées scientifiques, tout en donnant un cadre éthique, le Conseil d'orientation propose aux législateurs de considérer la recherche sur les modèles embryonnaires selon une troisième voie spécifique, qui est plus contraignante que les voies de cellules souches, qui est moins contraignante que les voies d'utilisation d'embryons et qui est une troisième voie intermédiaire qui permet la recherche, mais dans un cadre éthique un peu plus contraignant que celui des cellules souches. Et le deuxième aspect, l'un des aspects qui, à mon avis, est important, c'est que l'avis du Conseil d'orientation propose d'autoriser ces recherches sur ces modèles d'embryons jusqu'à un stade de développement équivalent au 28e jour du développement de l'embryon naturel, avec un arrêt complet de toute expérimentation au-delà de ce stade. Et donc là, on voit bien que puisque ce ne sont pas des embryons, le Conseil d'orientation propose que l'on puisse utiliser ces modèles afin de comprendre ces phénomènes d'embryogénèse dans des stades, dans les premières semaines du développement, mais donne aussi une limite, puisqu'il faut quand même faire ça dans un cadre défini. Voilà, donc je m'arrêterai là. Je vais remercier notamment le comité éthique de la Société internationale des cellules souches, qui a pris les choses très au sérieux depuis 2018, et notamment Amanda Clark, qui est actuellement la présidente, et qui nous a invités à avoir ces discussions qui ont été tout à fait productives, et à faire cette mise à jour en 2021 pour mettre en place le début d'un cadre éthique avec ces trois premières propositions. Ensuite, le consortium qui s'est mis en place dans les deux années suivantes, avec Alfonso Martinez-Arias, Martin Pera, Naomi Morris et Hafez Ismaili Ndai, qui ont permis de réfléchir au cadre éthique, à un cadre éthique supplémentaire. Et tout cela nourrit le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui est notamment Chantal Bruno, Hélène Letur, Rachel Lévy, Christiane Terry, Eric Bitt, Alain de Broca, Marc Delpech, Jean-François Guérin. Et il y a aussi des personnes qui sont impliquées impliquées dans les associations, notamment dans l'infertilité et la fertilisation in vitro, qui participent et qui permettent de renforcer année après année ce cadre éthique. Je remercie aussi toutes les personnes dans mon laboratoire. Merci beaucoup Nicolas pour cette très belle présentation, et ce fut un grand plaisir ta présence ainsi que celle de Samuel pour nous aider dans notre réflexion au niveau du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Nous avons le temps pour 1 à 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Bonjour, Pierre Ray du CHU de Grenoble. Vous m'entendez? Tout
Tout à fait. Oui. J'avais 3 questions, mais très rapides. La première question, les premières images que vous avez montrées, on voit que vous avez des membranes pellucides dans lesquelles, j'imagine, vous avez inséré vos cellules souches. Est-ce que c'est des membranes synthétiques et comment est-ce que vous les avez fabriquées rapidement? Deuxièmement, vous avez parlé d'une start-up. J'imagine que c'est pour produire ces embryons, ces blastocystes, et pour peut-être les distribuer pour différents projets de recherche, pour différentes équipes de recherche. Est-ce que la congélation de ces embryons fonctionne? Est-ce que vous l'avez testé et que vous envisagez la distribution d'embryons congelés, et à quelle échéance? Et la troisième question, est-ce que vous avez regardé des mécanismes fondamentaux comme par exemple l'inactivation du chromosome X pour les embryons féminins qui se produit au moment de l'implantation à peu près? Est-ce que vous l'observez dans vos modèles? Ouais. Bon, la première question, les plaques qui sont utilisées pour l'auto-organisation, ce sont des plaques micropuits que nous produisons depuis une dizaine d'années dans notre laboratoire. Il y a eu plusieurs générations, mais vous pouvez regarder, nous venons de publier un protocole dans Nature Protocol qui décrit aussi la formation de blastoïdes dans des plaques qui sont commerciales. Donc je vous invite à regarder cette publication. Sur la deuxième question, la biotech que nous avons montée n'a pas forcément vocation à distribuer les blastoïdes, mais plutôt à faire des criblages pour utiliser les blastoïdes pour faire des criblages pour découvrir les molécules. Je pense que c'est probablement de loin la voie la plus éthique. Donc, ce sont juste des modèles qui permettent de découvrir les molécules, et ces molécules peuvent être ensuite utilisées pour différentes applications. Donc, cette biotech, donc je suis cofondateur, mais au fait c'est Alok Javali qui était dans mon laboratoire qui l'a monté, et je vous invite à le contacter si nécessaire. Et votre troisième question sur l'inactivation du chromosome X. Alors, ce n'est pas notre spécialité. Nous, on est plutôt dans les problématiques de développement et d'implantation. Et par contre, Claire Rougeul, en France, utilise maintenant des blastoïdes humains pour répondre à ce type de questions. Donc, c'est un exemple tout à fait frappant de la possibilité maintenant de s'atteler à ce type de questions qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. Donc, Claire Rougeul, je vous invite à la contacter. Alors, on a le temps pour une toute petite question, une seule. Hein. Je suis désolée. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à propos de la frise que vous nous avez montrée sur votre diapositive. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi il y a un embryon clivé qui apparaît dans vos modèles. Pour moi, on avait la constitution du blastoïde directement, sans passer par un stade embryonnaire qui ressemblerait aux premières étapes à post-fécondation. Et mon autre question quand même, est-ce que pour vous, on est dans la création d'embryons pour la recherche ou pas? Et ma dernière remarque, c'est que je n'arrive pas bien à saisir pourquoi on n'a pas aligné la possibilité de faire de la recherche jusqu'à 14 jours, comme c'est le cas pour l'embryon humain, et pourquoi est-ce qu'on a mis 28 jours alors qu'on n'est encore pas sûr que ces embryons, ces modèles embryonnaires ne seront pas finalement des embryons, puisque vous n'avez pas encore fait de test de transfert chez l'animal. Enfin, il y en a eu, mais pas de naissance. Voilà, là, on a quasiment plus de temps. Très brièvement, les blastoïdes ne modélisent pas les clivages. Ils modélisent à partir du jour 5 jusqu'au jour à peu près 10. Donc, je ne sais pas d'où vient la confusion, mais effectivement... Et la deuxième et troisième question sont assez claires. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que ces modèles d'embryons sont l'équivalent d'embryons. Les expériences montrent très clairement que, contrairement à ce que vous avez dit, nous avons fait les transferts
à l'intérieur d'utérus pour les embryons, pour les blastoïdes de souris. Et il nous a montré tout à fait clairement que ces modèles sont incapables de se développer. Donc, jusqu'à présent, il est tout à fait clair qu'ils ne doivent pas être traités comme des embryons. À partir du moment où ils ne sont pas traités comme des embryons, il n'y a aucune raison d'appliquer la législation de l'embryon à ces modèles, et donc il n'y a aucune raison de limiter leur culture au jour 14. Donc ils permettent de faire de la recherche, notamment sur des stades qui ne sont pas accessibles avec des embryons, mais ils ne sont absolument pas assimilés à des embryons, donc la législation ne s'applique pas, hein, tout simplement. Okay. Je suis désolée, on doit vraiment enchaîner. On avait parlé d'une petite question. Merci en tout cas beaucoup, Nicolas, et on aurait bien voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, merci quand même de vous être prêté à l'exercice en visio. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir Bernard Baricci, qui a été maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, qui, même s'il nous dit souvent qu'il est à la retraite, est quand même encore très actif, et qui est membre du comité éthique de l'INSERM. Et donc un grand merci, Bernard, pour être ici avec nous. Et Bernard va nous parler en fait justement de toutes les questions éthiques qui sont soulevées par la recherche sur les cellules souches pluripotentes. Merci Cécile, et merci à l'ABM et à Samuel Arabal pour l'invitation. Effectivement, bon, moi je ne suis pas scientifique, ça peut-être pas, c'est pas indiqué, je suis philosophe, donc il m'occupe particulièrement d'éthique. Alors, dans le fond, comme la dernière question l'a déjà dit, et comme ce que Nicolas Rivron a aussi dit, il y a beaucoup de questions du statut de ces modèles embryonnaires qui sont ou ne sont pas des embryons, etc. Donc ça fait partie des questions d'éthique qui sont posées par la recherche sur les cellules souches. Ce ne sont pas les seuls, mais je vais quand même en parler de manière privilégiée, justement le rapport entre l'embryon et ces modèles. Bien, je vais développer donc 4 points. Alors d'abord, cette question c'est quoi ces embryoïdes, ces organoïdes, etc. Est-ce que c'est lié ou pas? La question du consentement, dont il n'a pas encore été question, des consentements des donneurs des cellules souches. Le statut moral des modèles embryonnaires, et puis quelques remarques finales sur le statut moral des artefacts, parce que effectivement, ces modèles embryonnaires sont des fabrications humaines, ne sont pas des êtres naturels, et ça pose certaines questions, ça soulève certaines questions, en tout cas ça en soulève dans le public, je crois qu'il faudra adresser, même si les scientifiques sont peut-être moins sensibles à ce type de questions. Voilà, alors, premièrement, donc très rapidement, souvent, on met ces modèles embryonnaires, ces embryoïdes, dans le chapitre sous la rubrique des organoïdes, c'est-à-dire des ébauches d'organes, des petits organes qui sont fabriqués à partir de cellules souches. Et c'est ce que dit Bourse, par exemple, en disant que les gastruloïdes, il parlait des gastruloïdes à l'époque, constituent un certain type d'organoïdes cultivés à part de cellules souches pluripotentes humaines, qui récapitule les premiers stades du développement embryonnaire. Bon, c'est des fois un peu discuté parce qu'un embryon n'est pas un organe, mais ils sont fabriqués un peu de la même manière. Et ce sont un peu les mêmes questions éthiques qui se posent. Il y avait là un tableau, justement, un diagramme de ces questions d'éthique. J'ai mis une flèche sur celles qui concernent particulièrement les embryons, c'est-à-dire le consentement. C'est un peu petit, j'arrive pas. Oui, la question de la recherche sur les embryons en général, la transplantation, c'est-à-dire, évidemment, il ne s'agit pas ici de transplanter des organes, mais de transférer des embryons dans un utérus. C'est vrai que c'est peut-être plus simple que ça, et on en a déjà un peu parlé. Et enfin, le statut moral de ces entités. Bien, alors, voilà. Alors, la question du consentement, quelques mots là-dessus. Bon, il existe plusieurs modèles de consentement, mais vous voyez, le problème est assez facile. Je vais m'en sortir. Le problème est assez... Je suis retraité, s'il vous plaît, un petit peu de... Il y a plusieurs modèles de consentement. Le problème est le suivant. Si quelqu'un donne des cellules souches pour la recherche, des cellules
qui peuvent être reprogrammés pour la recherche, il ne veut peut-être pas qu'on en fasse n'importe quoi. Il est peut-être d'accord qu'on en fasse des ébauches de foie, de pancréas, mais si on en fait des embryons ou si on en fait des organismes de cerveau, il se pourrait bien que le donneur ait des réticences. C'est pourquoi il y a un programme actuellement européen qui s'appelle Hybrida, dans lequel le comité d'éthique de l'INSERM est partenaire et qui doit proposer à la Commission européenne un ensemble de directives. Et on revient sur cette question en montrant qu'il y a plusieurs types de consentement. Il peut y avoir classiquement un consentement spécifique, un consentement pour quelque chose, un consentement large pour toute une série de recherches, un consentement complètement général, dans le fond, où le donneur dirait « faites ce que vous voulez de mes cellules ». Mais ce qui est plutôt favorisé dans ce domaine-là, c'est un consentement dynamique, c'est-à-dire que puisque la recherche progresse extrêmement rapidement, c'est qu'un consentement qui puisse être revu et réajusté, ce qui est un petit peu compliqué parce que ça implique qu'on garde le contact avec le donneur, mais qui, à l'ère de l'informatique, est quand même assez gérable. Et puis, encore un autre modèle de consentement, un modèle de gouvernance, où dans le fond, on déterminerait une personne de confiance qui déciderait à notre place. Voilà, disons, un certain nombre de modèles qui sont actuellement discutés dans le cadre des organoïdes et des embryoïdes, et sur lesquels on n'a pas encore pris de décision, mais qui montrent bien que la question du consentement doit être reprise avec ces nouvelles biotechnologies. Bien, alors, maintenant, évidemment, le gros chapitre, c'est le statut moral de ces modèles embryonnaires. Alors d'abord, ça signifie quoi, avoir un statut moral? Eh bien, une définition classique qui était donnée par Marianne Warren il y a déjà plus de 20 ans, avoir un statut moral, dit-elle, c'est compter moralement ou avoir un rang moral, c'est être une entité envers laquelle les agents moraux, donc vous et moi, ont ou peuvent avoir des obligations morales. Ce sont des êtres qu'on ne peut pas traiter comme bon nous semble, les êtres qui ont un statut moral. Et il y a deux conceptions du statut moral dans notre tradition, une conception qu'on peut dire catégorielle, qui vient du droit romain, qui divise dans le fond l'ensemble des êtres en deux statuts moraux, les personnes et les choses. Et c'est basé sur les droits de propriété. Les personnes sont ceux qui ont des droits de propriété et les choses sont les objets de possession. Ça date du droit romain, même avant. Dans l'Antiquité, par exemple, les esclaves n'étaient pas des personnes, mais des objets de possession. Et puis, il y a une autre conception, qui est une conception scalaire ou gradualiste, qui est inspirée plutôt d'Aristote et qui pense qu'il y a une pluralité de statuts moraux. Dans une hiérarchie, par exemple, au plus bas, c'est les choses, et puis il y a les vivants, puis il y a les animaux, puis enfin, il y a les personnes. Et ces statuts moraux sont déterminés par des propriétés particulières. Les personnes sont douées de raison, les animaux, les vivants sont doués de sensibilité, et les choses, elles, sont simplement inanimées. Donc, voilà un petit peu sur quoi on s'appuie généralement. Et le principe général, effectivement, c'est comme je viens de vous le dire, le statut moral d'un être vient de sa valeur, la valeur qu'il possède par lui-même, et sa valeur dépend de certaines de ses propriétés. Le fait qu'il soit doué de raison, le fait qu'il puisse éprouver de la douleur, etc. Donc ce sont les valeurs intrinsèques et les propriétés intrinsèques qui comptent pour l'éthique, et pas les valeurs extrinsèques, par exemple les valeurs utilitaires, les valeurs relationnelles, le fait qu'un être soit utile à un autre ou que le fait qu'un être soit aimé ou non par un autre n'a rien à voir avec son statut moral dans cette conception-là. Le statut moral d'un être est déterminé par ce qu'il est, par ses propriétés intrinsèques. D'où la question de savoir, pour l'embryon, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si cet embryon est utile ou pas utile, s'il est aimé ou non, ou rejeté, mais quel est véritablement, qu'est-ce qu'il est, afin de savoir la manière dont on peut le traiter. Alors, comme je vous l'ai dit, dans notre tradition, on a tendance à mettre les statuts moraux dans une conception hiérarchique, soit au niveau du développement de l'individu, c'est l'échelle de droite, soit au niveau des espèces, où la discussion va aussi bon train, la différence entre l'être humain et l'animal, etc.
et avec chaque fois différentes propriétés qui sont acquises au fur et à mesure du développement soit de l'individu, soit des espèces. Je ne répondrai pas à la question posée en bas, est-ce que ces deux échelles sont comparables, parce que ça nous amènerait dans des difficultés non négligeables. Mais dans la littérature, c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'un auteur, par exemple, comme Peter Singer, se demande si un fœtus humain a plus ou moins de sensibilité qu'un animal, qu'un chat adulte. Voyez. Bien, en ce qui concerne l'embryon, bien l'ISSCR, dont on vous a parlé, propose elle aussi une conception gradualiste. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les diapositives de Nicolas Rivron, il y a une espèce de progression dans le développement de la recherche sur l'embryon. Et l'ISSCR, donc là, il s'agit c'est tiré d'un article de deux autres auteurs, bien qu'il existe, disent-ils, une diversité d'opinions quant à l'admissibilité de la recherche sur les embryons, plusieurs instances, y compris l'ISSCR, ont adopté une approche gradualiste qui soutient que l'embryon possède un statut moral qui augmente au cours du développement. Selon cette approche, les embryons humains peuvent être utilisés pour la recherche à condition que les exigences éthiques les concernant soient respectées. Donc l'embryon, 8 ou 9 semaines, son statut moral augmente, puis ensuite il passe à l'état de fœtus, et puis il va continuer à se développer, et il va aller plus loin encore. Et c'est l'idée qui est développée par de nombreuses instances, y compris par le CCNE en France, que, dans le fond, l'embryon, en définitive, est une personne humaine potentielle, parce que cette augmentation de statut, cette graduation va finir, si tout se passe normalement, par faire de l'embryon une personne. Parce qu'effectivement, l'embryon, lui, ne possède aucune caractéristique intrinsèque dénotant la rationalité, la conscience ou le fait de prouver ou non de la douleur, mais il va les posséder plus tard s'il se développe normalement, et donc doit être considéré comme une personne humaine potentielle. Alors, une personne humaine potentielle, donc c'est, comme on vient de le voir, un individu qui a le potentiel de se développer ou pour devenir une personne. Alors, qu'en est-il de ces modèles embryonnaires? Eh bien, Nicolas Rivron a plusieurs fois affirmé que les modèles embryonnaires ne sont pas des embryons, même si on ne peut pas exclure qu'ils le deviennent un jour, mais il y a déjà des pays dans lesquels la distinction n'est pas forcément faite. Par exemple, en Australie, la recherche impliquant des modèles embryons et de cellules souches humaines nécessiterait une autorisation similaire à celle qui est requise pour l'utilisation d'embryons humains naturels en vertu de la loi en vigueur depuis 2002. Donc l'Australie ne fait pas de différence entre le modèle embryonnaire et l'embryon. Et si on applique à cela ce que je viens de vous dire, eh bien, il faudrait en conclure que les modèles embryonnaires ont le même statut moral que l'embryon, et donc que ce sont des personnes humaines potentielles, ce qui effectivement, quand on y réfléchit, peut donner un peu froid dans le dos. Bien, mais évidemment, comme Nicolas Rivron vous l'a dit aussi, ça va dépendre de leur potentiel de développement. Et actuellement, les gastruloïdes, les blastoïdes n'ont pas du tout le potentiel de devenir des personnes par la suite, donc ils ne sont pas du tout des personnes potentielles, ce ne sont pas des embryons, mais il est clair que par la suite, le progrès continuant, eh bien, on ne peut pas exclure qu'elles le deviennent. Et il vous a parlé de ces tests de Turing, de ces différents tests que l'on peut utiliser. Alors, comme vous le savez, les tests de Turing, c'est tiré de l'intelligence artificielle, savoir si une machine serait équivalente à un être humain. Et là, il s'agit de savoir si un modèle embryonnaire serait équivalent à un embryon. C'est le point de basculement dont a parlé Nicolas Rivron, dans lequel, alors, il pense que ça va prendre des années. Moi, j'ai strictement aucune idée. C'est pas aux philosophes d'avoir des avis sur la façon dont la biologie va évoluer, à sa rapidité. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on doit avoir en tête, d'autant qu'on verra assez vite sur les modèles animaux quand ce sera possible. Bien, cela dit, le jour où on y arrivera, il va y avoir un certain nombre de complications. La première qui a été soulignée par la dernière question qui a été posée,
c'est que si même on est d'accord que les modèles embryonnaires actuellement, même intégrés, ne sont pas des embryons, et c'est pour ça qu'on peut les utiliser dans la recherche sans sacrifier des embryons, ce qui pose pour une partie de la population, une partie des pays dans lesquels nous vivons un certain nombre de problèmes moraux. Mais le jour où si on fabrique des embryons, enfin des modèles embryonnaires qui ont les mêmes potentialités que les embryons, eh bien, on pourra nous reprocher d'avoir fabriqué des embryons pour la recherche, ce qui est interdit dans de nombreux pays, notamment en France. Donc, vous voyez que cette question du point de basculement a de nombreuses implications. Une deuxième complication, il y a un peu beaucoup de textes, mais disons en 2 mots, c'est tiré de l'article de Nicolas Rivron qui est paru cette année et auquel il a fait allusion. C'est que, dans le fond, si on peut reprogrammer les cellules en cellules pluripotentes, il se trouverait, ce qui paraît un peu absurde, que toute cellule humaine serait un embryon potentiel et donc une personne humaine potentielle. Et cela implique que l'on réfléchisse sur ce que signifie la potentialité. Il y a des potentialités actives et des potentialités passives. Par exemple, vous êtes tous et toutes des présidents et présidentes potentiels de la République française, mais personne ne vous traite comme des présidents de la République française, et je pense que vous en offusquez pas. Donc, il se trouve que par le progrès des biotechnologies, on arrive dans le fond, on peut arriver à reprogrammer les cellules du corps humain, en tout cas certaines d'entre elles, en cellules souches, et on pourrait en faire à partir de là des embryons. Donc ça implique qu'on réfléchisse sur la potentialité. Ça implique aussi, comme je l'avais déjà dit, je suis un petit peu de narcissisme. En 2010, on avait déjà soulevé ce problème, on n'était même pas les premiers. Tout de suite, on s'est rendu compte, avec cette reprogrammation, qu'il y avait cette conséquence-là. Ça implique peut-être aussi que l'on se pose des questions en ne favorisant plus seulement les propriétés intrinsèques des cellules. Toute cellule a la propriété de devenir un embryon, mais aussi le contexte dans lequel ces cellules sont utilisées, ce qu'on appelle les propriétés extrinsèques. J'illustre ça très rapidement. Prenez le cas de l'embryon. Quand on parle du statut moral de l'embryon, je vous ai dit qu'on s'appuie sur les propriétés intrinsèques, soit actuelles, par exemple, pour certains, tout embryon humain a un statut moral important par le fait même qu'il est humain, donc qu'il possède un génome humain. Pour d'autres, l'embryon est une personne potentielle, comme on l'a vu. Mais il y a aussi les propriétés extrinsèques qui sont importantes. Par exemple, l'implantation. Tant qu'un embryon n'est pas implanté, ce n'est pas vraiment une personne potentielle d'une certaine manière. Donc, mais l'implantation, être implanté, quelque chose qui lui vient de l'extérieur quand il est dans la recherche. De même, le projet parental peut jouer un rôle important. Il joue un rôle important dans le droit français, puisque les embryons changent de statut s'ils font partie ou non d'un projet parental. De la même manière, pour ces modèles embryonnaires, on pourrait effectivement tenir compte non seulement de l'implantabilité, qui effectivement fait partie du test de Turing dont il a été question, mais aussi du projet du donneur, qui effectivement donne à la recherche ces cellules dans un certain but. Nicolas Rivron, là aussi, et ses collègues, donc dans son dernier article, pensent qu'effectivement, par contre, il ne faut pas tenir compte de l'origine de ces modèles embryonnaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont obtenus par conception ou non par conception. C'est une remarque intéressante parce que moi, je suis fondamentalement d'accord avec lui, mais dans le domaine d'une autre biotechnologie, le mode de production joue un rôle éthique et juridique important. C'est le cas des OGM. Les OGM, s'ils sont produits par mutagenèse, comme pratiquement la moitié des légumes qu'on mange d'ailleurs l'ont été, eh bien, il n'y a pas de problème moral. Mais par contre, si on les produit par, comme on disait, manipulation génétique, on pense qu'il y a un problème moral, même si le produit fini est exactement le même. Donc, on ne peut pas exclure que la question du mode de production revienne ici aussi sur le devant de la scène. J'aimerais terminer par ce que je l'ai dit assez rapidement,
la question des artefacts, puisque ces modèles embryonnaires, on en parle parfois comme des embryons synthétiques ou artificiels. Et prenez l'exemple des chimères. C'est un domaine un petit peu, enfin, qui n'est pas tout à fait séparé, parce qu'on peut utiliser les chimères, en tout cas pour les organoïdes. Mais quand on fabrique des chimères, il y a certaines réticences. Par exemple, Dietmar Hübner notait que l'idée de tels êtres suscite de vifs sentiments de rejet, suggérant qu'ils instaureraient quelque chose de tout à fait incorrect dans l'ordre naturel et social et qu'ils ne devraient pas exister. Cela perturbe un ordre essentiel, dit-il. Il n'est pas impossible que fabriquer de ce que certains appellent des embryons synthétiques suscite les mêmes attitudes dans une partie de la population, qui ait notamment un ordre naturel qui soit violé, qu'on joue à Dieu, qu'on fait preuve de démesure ou d'hubris, comme on le dit en utilisant un terme grec. Et il faut reconnaître que dans le langage ordinaire, des termes comme naturel, normal et correct vont souvent ensemble, alors que artificiel, synthétique vont avec impropre, anormal, incorrect assez facilement. Donc il y a là une réflexion qu'il faudrait sans doute pousser sur le statut des artefacts. Et il y a quelques années, sur le site de Greenpeace, vous voyez, vous aviez ce petit jeu amusant, créez votre propre Frankenfish. C'était à propos des manipulations génétiques, comme on disait à l'époque. Et comme le soulignait déjà Henry Miller il y a déjà un certain temps, c'était le millénaire passé, dans le cas des nouvelles biotechnologies, on invoque le mythe d'un monde naturel pur et innocent, corrompu par les progrès scientifiques, en particulier ceux qui trafiquent la nature. Et d'où l'importance aussi, et je reviens, et ce sera ma dernière diapositive, au projet Hybrida donc, auquel on participe, eh bien, d'où l'importance de la sémantique. Parler d'embryons synthétiques ou artificiels n'est probablement pas tout à fait adéquat, d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'embryons, et parce qu'ils ne sont pas artificiels au sens où justement, ils sont créés pour récapituler le développement naturel de l'embryon. Donc, il y a, en l'arrière-plan lié à la question du statut moral, la question du statut sémantique de ces entités. Et je pense que sur ce plan, il faut faire attention. On n'est pas toujours très prudent, y compris les scientifiques, quand on parle de mini-embryons, comme d'ailleurs pour les organes de cerveau, quand on parle de mini-cerveau, alors que ça ne récapitule pas du tout le fonctionnement cérébral. Il faut y être attentif et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En tout cas, merci beaucoup Bernard pour cette présentation toujours aussi passionnante. John. Je veux bien commencer. C'est plus qu'une... C'est ici, sur ta gauche, Bernard. Non, là, moi. Non, c'est John. C'était plus un questionnement qu'une question. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura franchi le test de Turing, à la fois pour le meilleur, on peut imaginer à ce moment-là utiliser les embryoïdes pour la fécondation in vitro, enfin en tout cas pour un projet parental du coup, puisque si ça passe vraiment complètement le test de Turing, il n'y a pas de différence. Et on peut imaginer un projet parental. Il y a des indications médicales qui seraient intéressantes. Et en même temps, du coup, on ferait vraiment des embryons pour la recherche et ça pose... et donc là, le potentiel devient vraiment concret. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on aura réalisé le test de Turing de l'embryoïde? Bon, alors, il y a une manière courte de répondre, c'est que je n'ai pas de boule de cristal, mais si on veut être un peu plus... je pense que, bon, pour actuellement, enfin, Nicolas Rivron l'a signalé, il y a un interdit dans tous les pays d'implanter... Bon, Corée du Nord, on ne sait pas, je veux dire, mais il y a toujours des pays... un peu voyou, on peut dire, hein. Mais il y a un consensus, en tout cas, d'interdire l'implantation de ces modèles embryonnaires. Effectivement, le jour où le test de Turing aura été complètement réussi, ou disons ce sera vraiment identique, hein, ce qui n'est pas forcément facile à déterminer, il y aura la possibilité. Alors, je pense qu'il y aura une discussion sociétale qui va se mettre en place, parce que si on peut trouver des indications médicales véritablement importantes, il n'y a pas de raison de se priver si l'enfant ne court aucun risque.
Et s'il n'y a pas, on ne retombe pas dans des formes d'eugénisme, d'enfants sur mesure, d'enfants tels qu'on le désire, etc. Mais je pense que c'est bien d'y penser à l'avance, mais il nous manque encore vraiment beaucoup d'éléments. Je pense que là, effectivement, il faudra remettre un peu l'ouvrage sur le métier. Comme on est en train de le remettre un peu pour les 14 jours, enfin, il y a des discussions là autour, est-ce qu'il faudrait pousser plus loin ou pas, etc. Enfin, le domaine scientifique étant un domaine, Dieu merci, qui se développe et qui progresse, il faut que la réflexion éthique essaye de l'accompagner le mieux possible. Il ne se trouve pas toujours, comme je me souviens de cette caricature d'un journal américain, vous aviez un cheval sur lequel c'était écrit « Science » qui galopait, et derrière le cavalier qui avait été désarçonné, c'était écrit « Ethics » derrière son dos, et qui cherchait vainement à rattraper le cheval. Merci beaucoup. Malheureusement, on nous a fait signe que non, on n'a plus le droit aux questions si on veut continuer et rester on time sur le programme. Moi, je voulais vraiment remercier nos 3 intervenants. Juste signaler justement aux membres du public que je pense que si j'ai bien compris, vous restez encore un petit moment avec nous. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir directement pendant le repas. Remercier à nouveau Samuel Arabal et l'Agence de la biomédecine pour ces journées qui sont extrêmement enrichissantes, à la fois d'un point de vue scientifique, mais on l'a vu également sur des questions un petit peu plus morales. Voilà, et un grand merci à tous.